Voilà, dans la gorge. Là, il prend un tibia pour une gorge. C'est même très agréable. Par quelle étrangeté du sort certains êtres étant arrivés au point où ils pourraient coïncider avec une foi, reculent-ils pour suivre un chemin qui ne les mène qu'à eux-mêmes et donc quelque part, nulle part? Est-ce par peur qu'installés ainsi dans la grâce, ils perdent leurs vertus distinctes et distinctives? Chaque homme évolue aux dépens de ses profondeurs. Chaque homme est un mystique qui se refuse. La terre est peuplée de grâces manquées et de mystères piétinés. En 1800, Philippe Pinel la baptise la manie sans délire. Elle était autrefois liée à une forme d'irresponsabilité pénale. Je veux bien sûr parler de la psychopathie. Alors, cliniquement parlant, elle est corrélée avec une faible amabilité, avec une forte dominance sociale, avec une recherche de sensations fortes et d'intensité, à une faible anxiété, à une faible vulnérabilité, à une forte impulsivité, à un nombre très important de partenaires sexuels. Mais c'est tout moi ça, non ? Ah non, à une consommation importante d'alcool et de drogue, à des relations conjugales courtes, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils sont extrêmement minoritaires dans tout ce qui est crime et délinquance sexuelle. Voilà. Alors, suis-je ou non un psychopathe? Vais-je vous faire ici mon coming out générique. Alors les amis, au départ j'étais censé vous faire une vidéo qui traite de politique, je suppose que ce sera pour la prochaine fois, pour la prochaine grosse vidéo, et ce qui devait arriver arriva, c'est inévitable, dès que l'on grossit un petit peu et qu'on commence à prendre un peu plus de place... Des escarres, évidemment. Ben même pas, juste un vétilleux qui avait envie de se faire Bascar en le clashant. Je vais enfin réussir à me venger, quel bonheur! Cela fait des années que j'attends cela! Honnêtement, en 6 ans d'existence de la chaîne, j'ai plus que pris l'habitude des orchidoclastes dans les commentaires. J'étais parti pour m'en ficher totalement et ne même pas répondre, et puis je me suis dit que plutôt que de m'en farcir le zboob avec du tartare d'abricot, je pourrais peut-être m'en servir de façon positive, comme une espèce de motivation, notamment pour traiter un des points qu'il soulève dans son argumentaire, la psychopathie. Et puis bon, il paraît que c'est ça qui fonctionne sur YouTube, les clashs, alors bon, pourquoi pas. Putain, c'est incroyable, vous avez des... Ça transpire la profondeur, prenez-en de la graine, putain, c'est incroyable, c'est de l'entertainment, tout ça. Certains d'entre vous commencent maintenant à me connaître, il va s'agir justement de profiter de l'élan ainsi impulsé, sans retomber dans la fange du conflit mimétique. Ça, c'est un défi. Ça va demander une très grande précision. C'est de la haute horlogerie, là. Si toute cette histoire de clash ne vous intéresse pas, ce que je comprendrai aisément, je vais vous mettre un petit timecode comme ça dans la description, de sorte à sauter directement au contenu informationnel sur les psychopathes. Alors, c'est un jeune homme que j'ai connu il y a environ une quinzaine d'années, mais comme les esprits médiocres parlent des gens, les esprits moyens des événements et les esprits élevés parlent des idées, je vais essayer de la fermer en fait, parce que je me rends compte que c'est extrêmement ardu de faire ça proprement. Que devons-nous faire de lui ? Je sais pas. Je n'en crois pas un mot. Et te fais-tu du souci pour moi ? Évidemment, je m'en fais. Évidemment, tu t'en fais. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'est un principe de morale, une éthique ? Réponds ! Il parle de il parle de psychologie, il parle d'hypnose, je le connais très bien, c'est Hypnomachie. Allons-y. Hypnomachie a écrit un bouquin, il parle du pervers narcissique, et il dit que ça n'existe pas, c'est une mauvaise catégorie. Alors moi déjà, je n'ai jamais dit que je niais quoi que ce soit. Et persuadé dans son bouquin que... Bon, je ne l'ai pas lu. Voilà, alors là déjà, on n'est plus dans le logos, les lobes frontaux sont partis en vacances depuis longtemps, on est là face à une stratégie qui est utilisée depuis la nuit des temps par les ripoux. Quand ils ont envie de coffrer quelqu'un, ils mettent un petit peu de drogue dans sa poche, puis ils regardent, ils disent « Ah bah attends, on va te fouiller, ah mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça s'appelle un sophisme de l'homme de paille, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, voilà. En tout cas ici, mes propos sont bel et bien travestis et trahis, mais ça te permet peut-être de te créer donc un antagoniste dont tu as besoin pour te sentir. Voilà. Mon cher Hypno-Machin. Je vais l'appeler Hypno-Machin. Je t'aime bien,
Ben non, je crois pas en fait. Là, je crois plutôt que t'es en train de préserver ta bonne image de toi comme étant un individu aimant, mais la plupart du temps, quand on aime quelqu'un, on essaie de se connecter à ce qu'il exprime, on ne déforme pas ses propos, on le clash pas, etc. Donc là, bah non quoi. On a un psychologue qui dit que l'hypervers narcissique n'existe pas, qui écrit un bouquin là-dessus. Et ben pour finir sur ce point, juste non, puisque tu as enlevé littéralement toutes les nuances de mon propos pour en faire un homme de paille plus facile à attaquer. Voilà, comme disait Goethe, les hommes déprécient ce qu'ils ne peuvent comprendre. Oui, alors je vais essayer de faire ça rapidement parce que je sais bien que d'un certain point de vue ça n'est pas forcément passionnant. Ceci dit, là où je trouve le jeune homme tout à fait compétent et assez bon, c'est dans sa capacité d'essayer de reconstituer ce qui s'est passé lorsqu'il voit le résultat fini. Un peu à la manière d'un enquêteur qui arrive sur une scène de crime et qui dit il a dû se passer ça, ça, ça. Là il est vraiment très très bon. Ainsi il revient donc sur l'histoire de la grenouille et du scorpion mentionnée dans la vidéo 14 de la chaîne. Petit clin d'œil, tu sais, on s'est relativement pas pris le bec, mais je t'ai fait remarquer une grosse erreur que tu avais fait dans cette vidéo, dans une autre vidéo, et ta réponse a été tellement hallucinante que j'avais pas vu une outrecuidance et une telle facétie enclin à la fatuité. Et cette fatuité intellectuelle, je la pardonne pas. Tu peux faire des erreurs. Moi, je suis le premier chez Teddy Boy. Quand je venais en live chez lui, si j'avais fait une erreur, genre je parlais de Böcklin plutôt que Blake, en parlant d'un tableau, le fameux tableau très connu dans Hannibal avec le dos de diable, hein, ben je fais un erratum la semaine suivante. Quand tu as un pote en MP qui t'écrit « Hey gros, machin, vous allez voir pourquoi je monte ça », tu fais « Ah ouais, merci Mandrill ». Mais non. Mais non. Putain de malade mental. Bon, en gros et en clair, il a voulu satisfaire avec moi un besoin de reconnaissance et j'ai décliné et il l'a mal pris. Ce qui signifie au moins deux choses. Petit 1, c'était une exigence et non pas une demande. Et petit 2, il semble hermétique à la possibilité, à la simple possibilité d'une multiplicité des versions de cette histoire. C'est juste qu'il y a une histoire zen comme ça qui explique ça très bien. Alors déjà, faux, je lui ai dit que déjà, c'est pas du tout l'histoire qui va balancer, que j'ai mis avant en vidéo, enfin en photo, le scorpion et le crapaud, ou la grenouille plutôt. Ce n'est pas zen, c'est un proverbe africain. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Caesar. Caesar ou César? Non, bah César, je trouvais le son intéressant. Mais c'est une petite anecdote. La problématique, l'erreur, le fourvoiement et, on va dire, et là c'est moi qui le dis cette fois de manière consciente, le lapsus révélateur va être d'une telle violence, aux lumières des vidéos qu'on a matées avant, que ça va faire, j'espère, pour les quelques ou les rares hypnomachinistes aficionados dans la vidéo, enfin dans mon chat, j'espère que vous allez comprendre où je veux en venir, parce que c'est hallucinant. Alors là, vous allez voir, c'est là où je le trouve bon. Grenouille, vous savez, c'est un scorpion qui passe comme ça, il veut traverser un ruisseau, il y a une grenouille qui passe. Je lui dis, ah, s'il te plaît, tu veux bien m'aider à traverser? La grenouille, qui est plutôt gentille, etc., dit oui, d'accord, elle se méfie un peu du dard, mais elle se dit, bon, s'il me pique, il va couler, puis on va mourir tous les deux, donc c'est bon, ça devrait bien se passer. Elle l'amène de l'autre côté, et au moment de se dire au revoir, de le remercier, le scorpion, la pique, et là-dessus, la grenouille lui dit, pourquoi? Et le scorpion, il dit, il est dans ta nature d'être serviable, il est dans la mienne de piquer, ne transforme pas ta nature en vertu et la mienne en vilénie. Cette phrase n'existe pas dans le conte, mais surtout ce qui n'existe pas dans le conte, mais je vais mieux l'expliquer après, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et de balancer cette jonction-là, c'est-à-dire que la légende, là, le conte, c'est une grenouille qui veut enfin un scorpion qui veut traverser, il monte sur le dos de la grenouille. Et vous la connaissez l'histoire, vous pouvez l'écrire dans le chat. C'est pas qu'arrivé au bout, au moment où il lui dit au revoir, le scorpion le pique. Et du coup, la grenouille, elle meurt, et lui, de manière, on va dire, de manière perverse, il a non seulement eu ce qu'il voulait, et en plus, il gagne. Alors, si, comme moi, vous avez déjà lu Des enfants à des bambins, vous connaissez le gigantesque potentiel hypnotique qu'a le fait de se poser comme ça en position de chaman et de prendre son livre et dire « je vais vous raconter une histoire », c'est le fameux storytelling, qu'on retrouve des histoires d'Idriss Shah aux Fables de La Fontaine, en passant par Walt Disney, évidemment.
Ces histoires offrent aux enfants, et aux plus grands il faut bien le dire, un certain nombre de repères où ils vont apprendre, leur subconscient va apprendre par personnage interposé, un certain nombre de valeurs, le sens du bien, du mal, de la solidarité, de l'entraide, de la persévérance, et en fait un certain nombre de valeurs. Mais toucher simplement à un détail d'une de ces histoires, et vous allez voir le système nerveux qui se réveille, un petit peu comme si vous changez, je ne sais pas moi, par exemple les différentes maisons dans lesquelles les 3 petits cochons vont se cacher, et ben vous allez voir votre fils de 3 ou 4 ans qui va dire non, c'est pas ça la vraie histoire. En fait, le cerveau qui a donc déjà fait des connexions neuronales à l'intérieur, et ben va se mettre à lutter pour essayer de dire non, moi j'ai déjà comme ça des passages neuronaux qui sont clairs, tu me rajoutes pas des embranchements, surtout si ça semble un peu suspect et inutile. Alors c'est un mécanisme de défense qui a vraiment son utilité, notamment pour protéger les thémas et les thématas de la socioculture. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un théma ou qu'un thémata, je vous renvoie à la vidéo Pourquoi Hypnomachie, c'est de la merde. Alors comme l'a montré Matthew Day Rockledge de l'université du Massachusetts à Boston et Andrew Luttrell de l'université de l'État de Bâle, les croyances basées sur des affects et des émotions résistent mieux dans le temps que celles fondées sur la raison. Hein. Prenez le théma par exemple masculin-féminin. Il s'agirait, par exemple, en tout cas c'est ce que considèrent Héritier en 96, Moscovici en 86, Flamand et Rouquette en 2003, du butoir ultime de la pensée. De ce qui protège en fait fondamentalement l'individu et son psychisme, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur le féminisme, de la psychose. Comme ta meuf, puisqu'elle a une tête en fait. Mais mon frère, toutes les femmes, elles ont des particularités. Bah, pas dit, toi, ta meuf, elle était relou, je sais pas quoi. Bon, bah, la mienne, elle a une petite tête, quoi. Quand un cerveau non entraîné se retrouve face à tout ceci, il utilise pour se protéger des mécanismes de défense. Je t'explique simplement, comme à un homme, comme à un pote, comme à un copain. Que ce soit l'agression, la dénégation, la projection, le refoulement, la répression, il y en a un paquet. Faisons comme si c'était normal après tout. En réalité, il y a bien évidemment de nombreuses versions de l'histoire de la grenouille et du scorpion, d'autant que 2 clics suffisent pour tomber sur une page Wikipédia qui nous apprend, d'une part que cela remonterait, en tout cas la version la plus ancienne remonterait à la Grèce antique, et d'autre part qui valide totalement la version que je vous proposais dans la vidéo 14. Bonjour monsieur, je me suis trompé. Au revoir, merci. Pour le mythe du scorpion, tu as plusieurs versions. Mais non, Coco, il n'y a pas du tout plusieurs versions. C'est juste toi qui es complètement hallucinant. T'arrives pas à te mettre dans la tête que t'as fait une connerie. En outre, d'autres sources confirment et attestent la présence également d'une version zen de l'histoire de la grenouille et du scorpion. Donc là encore, répéter la version qu'on nous a enseignée, c'est tout à fait respectable. Utiliser ses lobes frontaux, c'est encore mieux. C'est de la tradition orale, antérieure à la tradition écrite, si vous voulez. C'est de l'imitation de comportement qui est carrément celle des primates. Nous, on a un cortex dont on doit se servir. Alors Mandrill, comment font tous ces gens pour réussir à faire ce que tu sembles ne pas réussir à faire, c'est-à-dire d'admettre la possibilité d'un référentiel qui t'échappe? Eh bien, ils vident leur tasse et apprennent à apprécier ce qu'ils ne connaissent pas encore, répond le haut sensei avec le sourire affectueux et narquois caractéristique à tous les maîtres de sagesse. Parce qu'il est, donc, préférable de vider sa tasse. Vous comprenez la métaphore? Et oui, comme dit Jacques Lucéran, nous passons notre temps à préférer les idées que nous avons du monde au monde même. En fait, dans cette histoire, tu te comportes d'une façon similaire à ce que Lacan appelle une canaille. C'est-à-dire en fait comme un sujet qui veut dérober la jouissance sans jouer le jeu du discours. En l'occurrence, ici, prétendre avoir le seul point de vue valable, sans même prendre le temps d'aller ne serait-ce que vérifier 2 minutes sur Wikipédia. C'est chercher à se prendre pour le grand autre de quelqu'un d'autre. Eh ben, non merci. Tu vois, là après c'est ça. Pour une fois, elle est pas trop moche par contre, là, sa petite teubée là qui parle, elle est pas teubée, je vais pas être méchant. Bon, alors là, franchement, vous avez vu, en fait, aux lumières de toutes les expériences qui a été faites, si je dis à quelqu'un, tu connais l'histoire de la grenouille et du scorpion, et qu'il la connaît pas et que je le raconte, et que 10 ans après, le mec raconte cette histoire, et ça c'est ma petite marotte, ma petite intuition. Je pense que les quelques personnes sur Terre qui te racontent
cette histoire, comme lui il le fait, c'est justement un signe alarmant que, putain, ça c'est un putain de psychopathe, parce que de reformuler dans ta plasticité cérébrale, pardon, j'y arrive, cet épisode comme ça veut tout dire. Parce que la légende, le conte, la fable, elle est d'une beauté, de la puissance que peut avoir la sagesse africaine, de l'anéantissement de deux principes opposés. Les deux coulent. Mais lui, il voit dans ce principe la victoire du scorpion. En fait, ici, nous avons l'illustration de cet aphorisme que j'aime tant, même une horloge arrêtée a raison 2 fois par jour. Comme je l'ai montré donc à l'instant, il y a donc plusieurs versions de cette histoire, il ne s'agit donc pas, de ma part, d'une forme de reconstruction un peu tarabiscotée. Non, il faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Il faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Non ? Alors, moi aussi, on me l'a appris comme ça, je vous l'ai transmis de la même façon, évidemment, mais au-delà de cela, aurait-il perçu une certaine forme de psychopathie chez moi, et ce malgré la béance de ses failles méthodologiques ? This is not a method. This is a provocation. That is provocation. En 1998, c'est Harry, grand spécialiste mondial de la psychopathie, qui formule l'hypothèse que peut-être 1% de la population américaine serait atteinte de psychopathie. Cette hypothèse est extrêmement séduisante et elle fut récupérée par les médias qui enlevèrent d'ailleurs totalement son statut d'hypothèse pour en faire une affirmation, même si cela n'a jamais été rigoureusement démontré. C'est Cook et Michie qui vont démontrer que, tiens, la psychopathie dépendrait de la socioculture, comme c'est étonnant. En fait, on n'est pas psychopathe de la même manière à New York, à Glasgow ou à Tokyo. Le terme psychopathe proviendrait de l'allemand psychopathe, qui désigne justement un individu anormal et se rencontre déjà dès 1840. Mais il faudra attendre 1941, soit quasiment un siècle plus tard, lorsque Cleckley popularisera ce terme dans le monde occidental. En 1946, c'est Cartman qui les décrit comme absolument incapables d'empathie, ce qui s'avérera en fait faux par la suite, je vous en parle un petit peu dans mon ouvrage. En 1957, c'est Lykken qui démontre notamment leur perception de la peur, de l'anxiété, comme quoi ils peuvent avoir accès à un certain nombre d'émotions dites normales. Mais il faudra attendre en 1995, c'est Femme. Viens ici, femme! Dépêche-toi! Femme qui déconstruira donc l'aspect pathologiste et pathologisant de la notion, en mettant en évidence que les psychopathes ne sont donc pas les monstres que le fantasme populaire imagine d'espèces de robots, de diables incarnés, mais ont bel et bien des émotions comme tout un chacun. Ils entretiennent simplement un rapport et une gestion de ces émotions légèrement différentes. De nombreux chercheurs comme Birnenbaum, Patrick, désolé si j'écorche, Mylon, Davis, etc. étudièrent l'ascendance des psychopathes afin d'essayer de déterminer la cause première de la psychopathie, différenciant petit à petit le sociopathe du psychopathe. Pour simplifier, le sociopathe serait acquis, d'origine acquise, là où le psychopathe aurait une origine génétique, mais c'est en fait beaucoup plus complexe que cela. À l'heure de l'épigénétique, ces distinguos un peu artificiels entre inné et acquis, justement, ont fragilisé grandement ces différentes grilles de lecture, mais en outre, et c'est probablement un des points essentiels de cette vidéo, il s'agit ici d'une vision d'esclave du maître. Alors c'est Aristote qui, toujours littéralement engoncé dans sa philosophie analytique, pensait à l'époque qu'il y avait des êtres qui étaient destinés à servir et des êtres qui étaient destinés à obéir. Figure-toi que selon Aristote, il n'y a que 2 catégories. Ken, tu as arrêté l'école en CP? Oh non, Je me questionne, je m'interroge, je suis un maître ou un esclave? En tant que pervers narcissique blond aux yeux bleus, je suis un dominant naturel. De toute façon, personne ne voudra de quelqu'un qui ressemble à Emmanuel Chin pour diriger la société. Bourdieu et Rousseau avaient tort, c'est la nature des choses qui est déterminante. Tu viens de te faire ken. Alors que ce soit vrai ou non n'est absolument pas la question ici, simplement nous nous approchons dangereusement d'une forme de récursivité. Je vous avais déjà expliqué dans la vidéo 48 pourquoi et comment il n'était possible d'accéder à une réelle pensée pondérée de qualité qu'à condition de se placer, au moins pour un temps, hors de la socioculture. Par définition, tout groupe humain, institutionnalisé en tout cas, se forme autour d'un phallus symbolique. Comme je dis souvent,
C'est pas la taille qui compte. Or, ces connaissances en psychologie dépendent, en tout cas au moins leur validation, dans une certaine mesure, de l'institution. Par définition, ces différentes formes de déviance psychique, alors déviance qui vient de déviare, qui signifie simplement sortir du droit chemin, donc ça veut dire déjà que on connaît le droit chemin, ce qui reste à prouver et à démontrer en fait. Par définition, ces formes de déviance psychique, donc telles que la psychopathie ou la sociopathie, mais aussi, nous allons en parler dans quelques instants, la psychose, la perversion, la schizophrénie, etc., sont toujours exprimées relativement à une socioculture. Comme le dit Albert Desmarais, la fonction sociale des psychopathes dépend des conditions et du milieu. Plus celles-ci sont perturbées, plus le déséquilibré, entre guillemets, se révèle adapté et même utile. En temps de paix, on les enferme, en temps de guerre, on compte sur eux et on les couvre de décorations. Alors là, j'ai pris un méchant, un gars de mon village, un tueur de chèvres, un assassin. La face fait peur. Ce sont en fait le même type d'accusation que l'on a fait à Baudrillard et à son nihilisme supposé. La question qui se pose derrière tout cela, en fait, c'est la question du père. Un peu comme dans Hypnomachie, quelque part, où je passe souvent pour l'hérésiarque de service. Est-ce que l'on se soumet, en fait, au père divin ou à un père humain ? Et de ce point de vue, les pervers, les psychopathes, etc., interrogent et posent cette question. Prouvez-moi le bien fondé de la loi. Ils sont d'un certain point de vue dotés d'une forme d'autonomie. Alors je vois déjà les puristes me dire « Ah non mais là t'es en train de glisser de la psychopathie à la perversion, à la psychose, etc. » Je vous invite à ne pas hurler sur le doigt et à suivre la lune et à voir où est-ce que je vous amène. Vous allez voir que ça n'est absolument pas un problème dans le cadre de ce raisonnement. Quand je dis qu'ils sont dotés d'autonomie, je parle d'autonomie au sens littéral, autonomos, c'est-à-dire la capacité de générer en eux leur propre loi. Ce qui faisait d'ailleurs dire à Baudrillard, c'est ce réseau d'obligations étrangères à la loi qui rendent la perversion d'une part invulnérable au monde extérieur et d'autre part inanalysable en termes d'inconscient individuel et donc inaccessible à la psychanalyse. En tout cas, à ce compte-là, ce qui me semble extrêmement clair, c'est que l'institution, le système, est plus que jugé parti dans l'évaluation justement de la norme et rejoue là une jolie logique sacrificielle. Face à l'intolérance et à la haine, il n'y a pas de transaction possible, pas de compromission possible, pas de débat possible. Parce que qu'est-ce qui est valable? Qu'est-ce qui est OK, justement, si on sort 5 minutes de cette espèce de crypto-idéologie institutionnelle? Eh bien, ce qui est valable dans ce cas-là, si on sort de cette idéologie, c'est ce qui est. On vous avait prévenu. Les mots sont des leurs, le langage un tissu de mensonges et la rhétorique un piège. Les mots sont des armes à part entière. Parce qu'en pointant du doigt ces différents boucs émissaires, le système institutionnel, quelque part, viole littéralement ce qu'on appelle en épistémologie la guillotine de Hume. C'est-à-dire la guillotine qui permet de faire la différence entre le prescriptif et le descriptif, autrement dit, entre ce qui est et ce qui devrait être. Ça s'appelle un double standard, un des fondements de la parentalité. C'est Lacan qui nous disait qu'il n'y avait pas lieu de considérer un patient psychotique comme déficitaire. Si vous avez suivi mon raisonnement, vous avez compris qu'il en est de même pour les psychopathes, les sociopathes et autres pervers. Bref, je suis désolé, c'est de l'attaque. Mais bon, moi j'attaque pas les gens faibles. En l'occurrence, là, il n'y a même plus vraiment d'attaque. Du coup, il reste quoi? Un petit peu d'ignorance? Je t'aime beaucoup. Moi je crois pas, Ou alors éventuellement dans cette espèce d'élan du cœur, mais dénué de moyens. Si c'est ça que tu veux exprimer, alors ok, je te crois. T'es quelqu'un d'intelligent. Beaucoup de gens le disent, oui, bon, il paraît. Quand t'es venu en Suisse, on t'a logé. On t'a logé. Et une petite portugaise d'une 60aine d'années, adorable, la mère d'un de mes meilleurs amis, parce que tu foutais pas ton lit et puis que tu foutais un bordel pas possible, la petite vieille, je suis désolé. La petite maman âgée te dit oh mais attention à l'école ce serait dans le coin de la classe Et puis toi tu te lèves, tu la regardes, il y a personne dans la classe dans le salon et puis tu la regardes, vous savez si j'avais voulu vous égorger j'aurais pu le faire. Salut. Je vois tout à fait comme il l'a dit. Alors c'est peut-être de l'ironie, du gag et tout, mais moi je suis le premier aussi à marcher sur des œufs puis faire 2-3 vannes qui marchent pas du tout, surtout quand je suis avec des gauchistes en vernissage, mais c'est pas du tout du même acabit là.
tu fais peur. Eh ben, je ne me souvenais absolument pas de cette anecdote, mais je te crois absolument sur parole, d'autant que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est tout à fait possible, en effet, que je lui ai répondu ça. Non pas que je l'aurais fait, bien sûr, évidemment, mais probablement pour la faire redescendre d'un grand coup éthologiquement, pour lui rappeler tout un pan du réel qu'elle a visiblement totalement sacrifié et occulté, d'autant plus qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais effectivement beaucoup plus tête de cul qu'aujourd'hui. Continue à cogner le chauve-souris. Alors elle s'est permis de lever le ton à l'époque, et ben elle l'assume, hein, puisque quand on lève le ton, ça veut dire qu'on engage le ventre, un truc comme ça, donc bah faut pas s'étonner d'avoir un retour du berger à la bergère. Alors évidemment, aujourd'hui je réagirais pas du tout comme ça, c'est une évidence, à l'époque j'étais une espèce de commando testostéroné comme ceci, mais enfin en tout cas, il faut bien comprendre que, puisqu'on parle de politesse et de bonne manière, c'est marrant parce qu'à une époque, moi j'ai enseigné les bonnes manières comme ça, il se trouve que je vous raconter toute mon histoire, mais voilà, j'ai donné des cours de bonne manière, n'est-ce pas, et que je commençais systématiquement mes formations par une histoire que je m'en vais vous raconter sur le moment, et qui est une histoire vraie d'ailleurs, qui se passe en Amérique du Sud. Alors je sais pas si c'est au Brésil, enfin en tout cas c'est autour de la forêt amazonienne, et à un moment donné, il y a donc des diplomates, hein, donc des diplomates qui reçoivent des chefs indiens, donc pour parlementer autour de certains sujets. Et donc les chefs indiens arrivent avec leurs trucs, leurs os dans le nez, leurs machins, enfin bon bref, et ils arrivent à l'ambassade. Et donc là arrivent donc il y a un certain nombre de plats et de mets qui sont mis sur la table, et à un moment donné arrivent des rince-doigts, vous savez, cette petite eau citronnée comme ça, avec une tranche de citron posée pour quand on a pris des petits acras de morue ou des choses qui se mangent avec les doigts pour se nettoyer les doigts. Et le chef indien, voyant cela et n'étant pas du tout au fait des us et coutumes des occidentaux, prend ça pour une soupe, et donc se saisit du rince-doigt et le porte à sa bouche. Énorme malaise général, tout le monde se regarde comme ça, et là-dessus la femme du maître de maison, la femme de l'ambassadeur, jouant parfaitement son rôle d'hôte visant à mettre à l'aise justement ses invités, se saisit à son tour du petit bol de citron et le boit lui aussi. Vous avez donc dans la politesse la forme, qui est le respect d'un certain nombre de règles, souvent un peu rigides et un peu concon, et vous avez le fond, qui est de tout faire pour mettre autrui à l'aise. Alors à l'époque, ça fait partie des errements de jeunesse, hein, on avait effectivement probablement joué une mimésis. Oui, oh là là, Bhaskar a joué des mimésis dans sa vie, c'est incroyable, il n'a pas toujours été au-delà du conflit mimétique. Bah oui, évidemment, faut bien apprendre dans la vie, hein. C'était il y a 15 ans, enfin je veux dire, voilà, mais en tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'évite de retomber dans un conflit mimétique, bah, parce qu'il y a à peu près, je sais pas, tout qui est plus intéressant à vivre dans la vie que ça. Mais enfin, là encore, ne transforme pas sa nature en vertu et la mienne en vilainie, je sais que tu peux le comprendre. Tu es un type intelligent. Tu trouveras tout ça. Alors maintenant tu peux m'attaquer, moi il n'y a aucun problème, j'encaisse les coups. Eh ben moi, je ne suis pas là pour te cogner ou pour te clasher, ni toi ni personne d'autre d'ailleurs, hein. Moi ce que je sens c'est de la peur, donc je t'invite à simplement aller écouter et à te connecter, voir ce qu'elle raconte. Comme ça, si je devais mettre un billet, je dirais peur de ta violence, peur de ta folie, et peur de ton toit hors du système social. Voilà ce que je dirais. En tout cas, moi à cet endroit-là, je me connais, donc pas de problème. Voilà. Je vais balancer de la merde. J'en ai plus rien à foutre. Je veux dire, j'ai plus de job. Je suis libre. Je vais pas être méchant avec les gens. Je veux juste leur dire que quand c'est des pervers narcissiques et qu'ils le nient, ben c'est justement d'autant plus grave. Je pense que c'est un cas d'un psychologue qui nie les pervers narcissiques, c'est un peu comme qui fait l'ange fait la bête, tu vois. Je me dis, s'il n'y a pas plus malade mental que ça. Alors si tu as suivi ma pensée et que tu as lu mon livre, tu as compris que le point que tu abordes là est en fait en réalité un non-sujet. C'est vrai que plus jeune et ayant pas mal de politiciens et de militaires dans mon ascendance, je m'étais mais vraiment demandé si je n'étais pas moi-même un psychopathe. Alors j'ai étudié le sujet et j'ai découvert l'existence des psychopathes prosociaux. Ça c'est extrêmement passionnant puisque c'était des scientifiques américains comme ça qui étudiaient le cerveau des psychopathes et qui faisaient des résultats d'IRM, d'analyse génétique, etc. pour essayer justement de démêler comme ça le vrai du faux. Et un beau jour, il y a un de ces spécialistes qui tombe sur son bureau, un profil, il regarde le profil et il dit à son collègue dans la pièce d'à côté: oh là là, mais c'est qui ce mec là? Ça, il a dû au moins tuer au moins toute une famille, il doit être incarcéré lui maintenant. Et son pote de lui répondre: ah mais non, c'est le tien de profil. Et là, merde, le mec qui étudiait les psychopathes s'avérait être génétiquement
un psychopathe lui-même. Pour autant, il était parfaitement inséré dans la société, il n'avait jamais eu de passage à l'acte violent, il avait une femme, 2 enfants, bien sous tout rapport, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert l'existence de psychopathes prosociaux, c'est-à-dire que le fait d'avoir une génétique de psychopathe n'induisait pas forcément un fatalisme en termes de relation à autrui et à la société, tout dépendait comment on les traitait. Alors au final, moi je crois que je dois avoir peut-être un ami que je dois vraiment pouvoir considérer comme un psychopathe, en tout cas je serais curieux de faire son analyse génomique, avec qui j'ai des rapports cordiaux et francs, quoique un peu distants. Avec les années, je me suis considéré petit à petit plutôt comme un sociopathe, et puis à force, j'ai continué mon investigation, et alors que je me formais à la communication non violente, j'ai réalisé vraiment dans mes tripes l'obsolescence profonde de tous ces modèles statiques universitaires. En fait, la question « suis-je un psychopathe, un sociopathe, un je sais pas quoi ?» a littéralement disparu avec le dévoilement de l'indigence épistémique de la question. En 1998, Mylon et Davis, qu'on a déjà cité, en étaient à cartographier plus de 10 catégories différentes de psychopathes. Les psychopathes primaires, les psychopathes secondaires, les premiers étant en général plutôt hyper adaptés à la société, connaissance de grandes réussites, notamment dans le milieu de l'entreprise, etc. Se reproduisent beaucoup plus que les autres, d'ailleurs, en termes de bébés, etc. etc. Les autres ayant plutôt des comportements asociaux et de graves difficultés, justement, d'insertion sociale à cause de leur supposée psychopathie. J'ai malheureusement, hélas, dû constater que nombre de chercheurs, en fait, ne bitent absolument rien à l'approche transrationnelle des choses. Ainsi, en 1870, c'est Lombroso, une médecin militaire, qui cherchait littéralement à essayer de, je cite, « chercher la différence entre le soldat honnête et son camarade vicieux ». Alors que ma seule ambition est de créer le soldat parfait, génétiquement parfait. Pas pour le pouvoir, pas à des fins nuisibles, mais pour le bien de tous. Jusqu'à ce que la planète soit sous la bienveillante emprise de la paix bisonique. À l'époque, il faut dire qu'on croyait encore à la notion de criminel né. Aujourd'hui, à l'ère de l'épigénétique, de la transrationalité, de l'épistémologie non dualiste, ces conceptions semblent être littéralement d'un autre âge et les Lumières semblent bien ne pas être passées par là. En 1963, tentative peu fructueuse d'élaborer comme ça des tentatives de lien et de corrélation entre la torture d'animaux, l'énurésie nocturne et la pyromanie, ce qui a donné lieu à une hypothèse ou qui n'est pas vraiment restée dans les annales, on va pas se mentir, la triade de McDonald. Moshi, Donald desu. Oui, moi aussi, il y a vraiment des moments où je me demande où est-ce que je trouve ce genre de rush. Alors les psychopathes sont moins sujets à la peur et à l'anxiété, par exemple, et ils la régulent, ils l'autorégulent beaucoup plus facilement, ce qui complique considérablement l'apprentissage des enfants psychopathes par la sanction. Et oui, mais pour autant, si vous faites un peu le parallèle avec les interviews que je vous ai déjà proposées sur la chaîne, notamment les interviews d'Elfie Reboulot, de Ramin Farangui, sur des éducations, des alternatives à l'éducation qui respectent juste les enfants, eh bien, est-ce que c'est en soi un problème? Est-ce que, justement, ces enfants supposément psychopathes n'agiraient pas là comme un révélateur des impensés collectifs en matière d'éducation? Alors bien sûr, il fallut attendre la Révolution française pour que les droits des individus comptent autant que les droits de la communauté. Il a fallu attendre 1805 pour que l'article 64 du Code pénal ne fasse que distinguer le fou du criminel. Lors de la Grèce antique, on pouvait simplement se faire bannir juste parce qu'on n'adhérait pas au récit collectif. C'était le règne du groupe et les droits de l'individu étaient extrêmement pauvres, tel Hermodore le banni, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui justement, donc, comme son nom l'indique, fut banni de la cité, simplement pour avoir tenu tête devant l'ensemble de la cité et d'avoir maintenu le fait qu'il ne croyait pas à certains rites et certains dieux. On pourrait ainsi considérer qu'il fut quelque part un des premiers à niquer la police. Bref, ces concepts de psychopathie, de sociopathie, de psychose plafonnent au mieux en rationnel, et c'est pas Richard Abibon qui me contredira. Voire même, dans une grande partie des cas, malheureusement on en est encore à une approche totalement pré-rationnelle. Je rappelle que par exemple, Éluard a fait avec son ami breton
des simulations, des textes qui étaient des simulations de la folie, et que Artaud et Desnos, etc., ont affirmé que la folie était une partie intégrante de l'humanité. Et c'est vrai qu'on peut être surpris par le fait que ce soit pas venu de la psychiatrie. Mais en fait, on n'est pas si surpris que ça. Parce que la psychiatrie avait son monde, c'était le monde de l'asile, c'était l'enfermement, c'était des gens reconnus, c'était des gens avec un statut, c'était des gens avec un pouvoir. Alors, évidemment, ils ne pouvaient pas accepter ce genre de choses. Mais en même temps, les surréalistes disent la poésie, c'est-à-dire le fait d'aller chercher dans la réalité des choses que la raison ne nous permet pas de trouver, ça doit entrer en ligne de compte dans le traitement de la folie, enfin dans l'approche de la folie. Et c'est ce qu'a dit Bonafé toute sa vie. Bonafé, il dit, la poésie nous sert à établir ce lien si difficile avec la psychose. Alors de nos jours, et comme je vous l'explique justement dans Hypnomachie, une percée au-delà du carcan socio-culturel permet de nombreuses prises de conscience, mais on est sûr et certain, dans ce cas-là, d'aller littéralement chatouiller quelques Nexus. Eh ben oui. Arrête les chatouilles, je supporte pas comme chatouille. Au secours. C'est le psychanalyste Jacques-Alain Miller qui révèle que le lien social est, en son fond, une escroquerie. Mais ce type de sentence, de phrase, relève quelque part déjà d'un travail mésotérique. Et si déjà des gens intelligents comme Mandrill entendent que je nie l'existence de la perversion narcissique quand je dis autre chose, qu'est-ce qu'ils vont entendre des propos de Miller ? C'est Saint-Augustin qui était ainsi terrifié par le gap qu'il y avait entre lui et le sacré. Devant ce constat, certaines personnes peuvent essayer de combler comme ça cette différence angoissante dans ce qu'on appelle les voies de puissance, à la recherche d'une forme d'équilibre comme ça entre le soi et les autres. Comme dirait Simone Veil, avant d'être une théorie de Dieu, les évangiles sont d'abord une théorie de l'homme. Il y a en effet plusieurs approches, des pratiques, disons, gnostico-sataniques. Alors, je vais passer sur leurs approches les plus vulgaires et compensatoires, de type viol d'enfants en réunion, etc. Là, c'est pas le propos. Attention, Claude. Pas de dérapage, mot d'ordre, politiquement correct. Évidemment. L'exploration du soi hors de la socioculture semble donc à un moment donné comme nécessaire à la pleine intégration de l'unité, ce qui fait en fait littéralement voler en éclats toutes les théories un petit peu simplistes qui se relèvent en fait en réalité quand on creuse surtout du virtue signaling, telles que le bien c'est le groupe, le mal c'est le soi, hein, et autres âneries comme ça de grenouilles de bénitier. En fait, la psychose comme la psychopathie, la sociopathie, etc. pourrait bien s'avérer être des deux côtés de la gaussienne. Mais avant de transcender quelque chose, il convient bien évidemment déjà de l'avoir vécu et de l'avoir intégré. C'est un peu le principe de la notion de transcendance. Cela nous prémunit donc contre les excès des loges noires, comme de ceux qui veulent ou disent vouloir le bien. Moi, j'aime pas les gens qui n'ont pas de solution. Moi, je veux de l'espoir, je veux un message christique. Et ça paraît gnangnan, mais je veux l'amour universel. Ça paraît con. Je veux pas l'église de Mbonglio, là. Non, effectivement, là, c'est du fake aussi. Mais profondément, je pense pas que... En fait, si vous voulez, je pense que ça fait que d'accumuler de la haine. Alors qu'ils assument à côté de dire... Le gars d'Hypnomachie. Je me suis foutu de sa gueule. Il me semble, je crois que c'était le général de Gaulle qui disait qu'à un moment donné, il fallait être en accord avec ses arrière-pensées, tout simplement. Donc je t'invite à faire de même. Donc simplement, si jamais tu es dans le conflit mimétique, à pas te raconter d'avoir une image de toi, de trucs super glorieux comme quoi c'est du virtue signaling. Et puis voilà, et puis si jamais tu m'aimes pas, assume que tu m'aimes pas, et c'est pas grave, t'as le droit de pas m'aimer, t'es un être aimable en m'aimant pas, y a aucun problème avec ça. Mais te raconte pas dans ce cas-là que tu es un parangon de vertu, tout simplement. Tout ça, c'est du mensonge à soi-même. Bref, je ne suis donc ni ton ennemi, ni l'ennemi de personne. En revanche, je peux me relier sans aucun problème à la difficulté que tu peux avoir à te relier à ce que tu peux percevoir comme de la violence. Eh bien, je vais t'aider à te relier. Jetons un petit coup d'œil aux travaux de Gavin de Baker et son fameux modèle JACA. Le modèle JACA, c'est un modèle dont la finalité est justement de mieux comprendre les actes violents, qu'est-ce qui les cause et qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens qui les causent. Donc le modèle JACA, il se décompose en 4 points, donc dans n'importe quel acte violent, vous retrouvez ces 4 points. Il faut que l'acte soit justifié dans la narration de l'auteur.
Il faut qu'il n'y ait pas d'alternative absente. La plupart des gens, même qu'on peut étiqueter violentes, si tu leur donnes la même chose sans qu'ils aient à se battre, ils préféreront toujours en général une pente qui évitera comme ça un conflit direct, parce qu'un conflit c'est toujours coûteux. Les conséquences seront subjectivement vécues comme positives par l'auteur de l'acte violent. Et enfin, il faut que l'auteur présumé, en tout cas la personne qui se demande si elle va passer à l'acte, se dise qu'elle a une chance de réussir. C'est là où arrive l'importance justement de la dissuasion, que ce soit par la police, par le fait que les gens soient armés, ou toute autre stratégie. Vous avez des scientifiques qui ont essayé de voir si on pouvait repérer les psychopathes à leur manière de parler. Ainsi, une étude parue dans la revue Legal and Criminal Psychology, réalisée par Jeff Hancock de l'université de Cornell et Michael Woodworth de l'université de British Columbia, nous montre comme ça plusieurs indicateurs extrêmement saillants du langage des psychopathes. Onomatopées beaucoup plus nombreux, parce qu'ils doivent en permanence penser et adapter leur discours, donc du coup pendant les moments ils font ça leur permet d'essayer de penser, de se dire mince, comment est-ce qu'il faut que je présente les choses pour être compris. Énormément de discours basés sur la notion de causalité linéaire, de rapport cause-effet dans le crime, c'est-à-dire qu'en gros leur crime servait un autre but, et quelque part vous aviez le but, vous avez la personne, et eux ils devaient passer par là, et donc à un moment donné, désolé, t'étais sur le chemin, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Beaucoup moins d'expression d'émotion que la normale par rapport à des discours plus classiques. Et ils utilisent dans le langage beaucoup plus d'occurrences liées à leurs besoins physiologiques de base, argent, sexe, nourriture, etc. Et beaucoup moins d'occurrences liées à des notions collectives telles que la famille, la religion, etc. Mais, là encore, dans une approche transrationnelle, on nage encore dans le biais d'induction des fondateurs de la catégorie, notion qui n'est simplement jamais remis en cause et jamais étudiée. A psychopath is somebody who, as I've said before, is without a conscience. Not because he doesn't have the intellectual capacity to understand the difference between right and wrong. It's because the emotional connection with his cognitions, thoughts, and so forth is absent. Some of the characteristics would include this stunning lack of empathy. Lack of concern for other people, the ability to look at other people as mere objects. When normal people are processing emotional material, there is greater activation in parts of the brain that nature's designed to handle emotionality. You can tell the difference between an emotional and a neutral event for these individuals, but for the psychopaths you can't. It looks like parts of limbic region, emotional brain, hippocampus, amygdala, don't function the same in psychopaths as they do in other people. Alors on demande aux neurosciences de venir au secours de l'hypothèse de la psychopathie. Ainsi, une étude du Journal of American Medical Association menée par Jean Dessetti a ainsi mis en évidence des différences d'activation cérébrale, justement. Donc on a mis des gens étiquetés psychopathes dans un IRM, on a regardé, on leur a montré un certain nombre d'images, voir qu'est-ce que ça générait chez eux comme émotion, comme activité cérébrale, etc. Donc on a trouvé effectivement de grandes différences de fonctionnement au niveau de l'amygdale, du cortex préfrontal ventromédian et orbitofrontal latéral, du striatum, de l'insula et de la matière grise périaqueducale. Bon. Mais dans le fond, les amis, épistémologiquement, ces validations rationnelles du modèle ne répondent absolument pas à l'objection transrationnelle que je vous ai faite tout à l'heure, même si justement ce genre de données qui confirment rationnellement justement cette hypothèse, on peut en trouver jusqu'à la lie. Sur le site Our World in Data, que je vous recommande, j'apprends que 792 millions de gens sont actuellement atteints de troubles mentaux et que, littéralement, 50% des individus peuplant le globe vont connaître à un moment donné de leur vie une pathologie psychologique, quelle qu'elle soit. Mais 50%, c'est colossal. Autant à ce niveau-là, pathologiser l'inspire ou l'expire. Oui, alors je sais, il y a Jean statisticien qui dit « Non mais 50%, c'est pas 50% en même temps. » Je sais, c'est une façon de parler. Comprenez bien que la notion de folie en général est un concept qui est extrêmement bref à l'échelle de l'humanité. Il est né il n'y a pas si longtemps et il est déjà en phase de disparaître. C'est donc un concept assez, voilà, un petit peu comme, je ne sais pas, la pesée du cœur d'Osiris, qui ne va pas faire date vraiment de façon durable dans l'histoire de l'humanité.
Le terme apparaît aux alentours de 1080 au Moyen-Âge, et à l'époque, il faut bien dire que tout ce qui était inhabituel était perçu comme relevant plus ou moins du surnaturel. Aujourd'hui encore, la plupart des gens observent ce psychopathe avec cette espèce d'aura surnaturelle, d'étrangeté. Il faut dire que le psychopathe affirme et use sans vergogne de sa volonté de puissance. Et cela rentre en conflit frontal avec un certain nombre de suggestions de la socioculture. Se joue alors une forme d'amour-haine vis-à-vis du psychopathe, d'énamoration, pour les profils comme ça qui vont s'autoriser au quotidien ce que nous nous interdisons. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Il reste alors à ces gens, aux psychopathes, sociopathes, pervers et autres, ou alors à vivre dans l'ombre, le fameux off dont je vous parle régulièrement sur la page Facebook, à vivre dans la lumière, mais il faut pas être Einstein pour deviner qu'ils vont devenir de parfaits boucs émissaires, c'est donc rarement une solution qu'ils vont envisager, à devenir dirigeant, chef d'entreprise ou président de la République, et le plus souvent, s'ils ont envie de pouvoir parler librement de ce qu'ils vivent, de comment ils voient le monde et d'être entendus par des gens qui ne les jugent pas, eh bien, c'est là où va arriver la notion de société secrète. Alors, j'avais déjà abordé ça un petit peu dans la vidéo 11 de la chaîne, je vous y renvoie si ce thème vous intéresse, car dans ces sociétés secrètes, ils peuvent aborder librement leurs idées sans risquer de choquer qui que ce soit. Alors ça semble peut-être idiot, mais il se peut bien que dans ce monde embrouillé, perturbé où nous vivons, on ferait mieux d'enlever tous les gens normaux des postes de commande et de les enfermer à l'hôpital et libérer les psychopathes de tous les asiles pour diriger le monde. Oh non, ça n'est somme toute pas une bonne idée, non, non. Donc, comprenez bien qu'il n'y a pas de déviant sans normes, même si c'est un peu tautologique, et que ces psychopathes, ces psychotiques, ces pervers, etc., ne sont en fait que la part refoulée et mal aimée de votre besoin d'ordre et de structure. Besoin d'ordre et de structure qui lui-même provient, quand on gratte, d'un manque de foi. Car depuis toujours, les hommes font tout ce qui est en leur pouvoir pour superposer à la création de Dieu et de la nature leur ordre artificiel afin d'oublier autant que possible leur statut d'être de simple poussière dans la main de Dieu, ou d'Allah, ou de Bouddha, enfin bref. Voilà, ici je n'ai plus rien à craindre, il ne m'atteindra pas. Si, comme le dit Deleuze, toute perversion est un autricide, alors quid justement de cette logique de bouc émissaire vis-à-vis des différents déviants? Est-ce qu'on ne serait pas là tout simplement en plein conflit mimétique? Eh ben les amis, ça y ressemble bien, hein. Certaines personnes vont dire que les psychopathes, les psychotiques, etc. ont un pet au casque et n'ont pas vraiment pleinement accès à la raison. Bah, d'une part, c'est faux. Et puis surtout, il est vain, comme dirait Chesterton, de parler de l'antagonisme de la raison et de la foi. La raison est elle-même un sujet de foi. C'est un acte de foi de prétendre que nos pensées ont une relation quelconque avec la réalité, quelle qu'elle soit. Si vous êtes véritablement un sceptique, vous devrez tôt ou tard vous poser la question suivante. Pourquoi y aurait-il quelque chose d'exact dans l'observation et dans la déduction? Pourquoi la bonne logique ne serait-elle pas aussi trompeuse que la mauvaise? L'une et l'autre ne sont que les mouvements dans le cerveau d'un singe halluciné. Le jeune sceptique dit « j'ai le droit de penser par moi-même », mais le vieux sceptique, le sceptique complet dit « je n'ai pas le droit de penser par moi-même, je n'ai en fait pas le droit de penser du tout ». Ah! Et cela rejoint d'ailleurs au passage la tradition et l'arbre du fruit de la connaissance et le péché originel. Certains iront même jusqu'à considérer la psychose et la singularité comme équivalentes. La psychose serait la singularité. Il y a de quoi devenir littéralement fou lorsque l'on comprend réellement cela dans ses tripes. Lacan pose cette question. Comment, dans un tel monde, dans un tel univers, ne pas être psychotique? Les deux extrémités de la gaussienne se rejoignent. Alors bien sûr, là, Mandrill, tu vas me dire... Parce que pour lui, il n'y a rien qui est mauvais. C'est la déconstruction à tout va. Donc, En tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai bien conscience de la relativité de ces concepts, et je peux en faire simplement une forme d'exégèse scientifique. Voilà ce que je dis, et j'espère que tu seras capable de l'entendre.
Alors est-ce qu'il y a dans la vie et l'existence des gens plus ou moins perturbés? Mais certainement, j'en ai croisé plus d'un, ne serait-ce que via mon métier, qui n'avait dans le fond absolument rien à envier à ce gamin. Marie-Ange a vu juste. 10 minutes plus tard, alors que la punition est levée, ses vannes ne décolèrent pas. Il refuse les nouvelles règles et tente de reprendre l'ascendant sur sa mère. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Mal? Ça veut dire quoi, ça doit se passer mal? Je vais t'étrangler. C'est René Girard qui dit que l'identité paisible gît au cœur de l'identité violente, comme sa possibilité la plus secrète. Ce secret fait en soi la force de l'eschatologie. Alors ça, c'est une approche qui est typiquement mésotérique, hein, pas de problème. Ésotériquement parlant, car on peut quand même s'autoriser à un moment donné à aller plus loin que René. Ésotériquement, on comprend au bout d'un moment que la notion d'identité paisible est un oxymore, et qu'il ne peut pas y avoir de paix. Jamais dans l'identité. Si, comme disait Nietzsche, la folie est quelque chose de rare chez les individus, mais la règle pour les groupes, il faut bien admettre que les seconds déteignent sur les premiers, hein, c'est pas un scoop, quitte à fabriquer de la pathologie en multipliant comme ça l'apparition de normes et de règles artificielles, en développant une espèce d'hypermonde que l'on va superposer comme ça gnostiquement à la création originale. Des fois, je me demande, et si c'était ça l'amour? Attribuer au contexte ce qui nous dérange et à l'essence de l'individu en face de nous, ce qui nous arrange. Et pour en finir à la fois avec cette vidéo et avec ce clash un petit peu stérile et stupide, le docteur Louis Azevedo, que j'avais aussi rencontré plus d'une fois il y a là encore une quinzaine d'années, avait prétendu, je cite de mémoire, pouvoir invalider l'hypnomachie. Bon, je devrais pas vous dire ça, mais si vous attaquez à deux, vos chances sont maigres. C'est vous qui êtes maigre. Quoi? Non, rien, j'ai voulu faire une vanne. Eh ben Doc, je paye pour voir, voilà, donc je t'ai envoyé des mails, je sais pas si tu les as reçus, parce que j'ai eu une espèce t'as dû changer de boîte mail, donc du coup je suis passé par Mandrill. J'ai demandé à Mandrill de te prévenir et de t'inviter, de dire que je t'invitais comme ça à un podcast sur le sujet. Bon, bah comme ça fait plusieurs mois déjà que j'ai lancé l'invitation, pour l'instant je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Et tu es tout à fait incapable de m'attaquer. Alors Louis, si tu as autre chose que des fanfaronnades, que tu as des arguments, des données sérieuses, enfin quelque chose qui peut vraiment invalider l'hypnomachie, mais moi ça m'intéresse, nom de Dieu, ça m'intéresse sérieusement, je m'en fous d'avoir raison, j'adorerais que tu démontes tout mon travail, ce serait génial, et puis l'audience aussi, je suis sûr, serait absolument ravie, mais malheureusement, je crains que tu n'aies lancé cette allégation comme ça, cette fanfaronnade de façon un petit peu légère, sans aucune préparation, et à vrai dire totalement à la rage. À la rage, à la rage, à la rage, à la rage, à la rage. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sur la psychopathie sans vous mentionner l'histoire de Juan Aguilar, parce que Juan Aguilar, c'est un Espagnol, moine Shaolin, il a bercé mon adolescence. Moi, quand je regardais les magazines Budo International, quand j'étais ado, et que j'étais jeune ceinture noire, et que ça me faisait rêver, etc., voilà, c'était un des gars qui était dans ces magazines, et qui s'est révélé être un parfait psychopathe. Ada était venue en Europe gagner sa vie, mais son quotidien était difficile. Sans travail, elle se prostituait pour survivre. Elle venait trouver du réconfort dans cette église nigériane. Le 4 juin dernier, Ada est retrouvée mourante dans cet immeuble du centre de Bilbao, où elle a été torturée toute la nuit. Sur ces images, on voit la jeune femme prise en charge par les secours. Ada décédera le lendemain à l'hôpital. Son assassin présumé est arrêté sur les lieux du crime, et ce n'est pas n'importe qui, il s'appelle Juan Carlos Aguilar. C'est la star du kung-fu en Espagne. On le voit ici sur une vidéo de démonstration. Devant les enquêteurs, il reconnaît le crime de la jeune prostituée et va encore plus loin dans ses déclarations. 48 heures plus tôt, il aurait tué une autre femme. La police le soupçonne maintenant d'être un tueur en série. L'homme de 47 ans est originaire de Bilbao, dans le nord de l'Espagne. Il grandit dans une famille modeste et sans histoire, dans ce quartier tranquille. À 12 ans, il découvre le kung-fu grâce à son frère. Une passion qui ne le lâchera plus
Il rêve de devenir maître dans cette discipline chinoise. Très vite, Juan Carlos Aguilar fait partie des meilleurs combattants du pays. À 26 ans, il réalise son rêve. Grâce à l'argent de Petit Boulot, il s'envole au pays du Kung-Fu, la Chine. Ce voyage va le transformer. Sur ses vidéos, il affirme s'entraîner avec les célèbres moines Shaolin qui ont créé la discipline il y a plusieurs siècles. Et après 4 mois d'entraînement intensif, les moines l'auraient même élevé au rang suprême de grand maître. Et ce n'est pas tout. Quand il rentre en Espagne, il prétend avoir remporté le championnat du monde de Kung-Fu. Mais personne ne vérifie ses dires. Ce palmarès impressionnant lui ouvre les portes des plateaux de télévision où il fait sensation. Il affirme désormais maîtriser les éléments. Je suis spécialiste du Qigong et je maîtrise le feu. Donc pour moi, mettre la main dans les flammes, c'est un jeu d'enfant. Je peux éteindre des bougies à distance, comme ça, seulement en tendant ma main. C'est un jeu d'enfant. Je pourrais le faire maintenant avec un peu de concentration. Porté par cette notoriété, il rachète une salle d'arts martiaux à Bilbao, qu'il rebaptise l'Océan de Tranquillité. Il y instaure une atmosphère zen qui séduit près de 300 élèves. Devant des novices, Aguilar fait illusion. Tout se complique quand Juan Carlos Aguilar rencontre Pedro Esteves. Ce professeur d'arts martiaux s'est lui aussi entraîné avec les moines Shaolin. Il est aujourd'hui l'un des maîtres les plus respectés d'Europe. Ils se sont rencontrés il y a 15 ans. Les deux hommes avaient organisé ensemble un stage de kung-fu parrainé par un célèbre moine chinois. La dernière fois que l'on s'est vu, il était très bizarre. On ne pouvait plus lui parler directement. Il fallait passer par l'intermédiaire d'un élève. Ça m'a semblé complètement déplacé. Aucun moine bouddhiste ne se comporte comme ça. Intrigué, Pedro Esteves fouille alors dans le passé d'Aguilar et découvre qu'il a tout inventé. Il se présentait comme l'unique moine bouddhiste occidental, ce qui est faux. Il y en a beaucoup d'autres, en Allemagne, en France, en Italie ou même encore en Angleterre. En plus, il se disait moine du temple de Shaolin. C'est encore un mensonge. En réalité, il ne s'est même pas entraîné avec les maîtres Shaolin. Il découvre également que Juan Carlos Aguilar n'a jamais été champion du monde de Kung-Fu. Pedro Esteves ne le dénonce pas, ce n'est pas dans la philosophie Shaolin. Il décide seulement de couper les ponts. De son côté, Juan Carlos Aguilar s'enfonce dans un délire mégalomaniaque. Obsédé par son image, il s'enferme pendant des heures et enregistre des vidéos à sa gloire, vantant ses multiples talents. Et la palette est large. Ils vont de la guitare classique au tir à l'arc. Pedro Esteves ne l'a plus revu depuis 10 ans. Il découvre les vidéos mises en ligne par son ancien ami. Quand je vois cette vidéo, ça me choque. Je ne comprends pas. Il se dit bouddhiste, Shaolin, mais il utilise une arme qui n'a rien à voir avec le kung-fu. 15 ans avant les meurtres, Pedro Esteves remarque lors d'un entraînement que Juan Carlos Aguilar tient des discours choquants à propos des femmes. J'ai eu une conversation avec lui ici même. Il disait que les femmes étaient inférieures aux hommes, en tout point de vue. C'était un vrai misogyne. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été étonné bien sûr. Je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à tuer quelqu'un. Mais d'une certaine façon, j'avais comme une intuition. Je me disais qu'un jour ou l'autre, il pourrait perdre la tête et commettre l'irréparable. Progressivement, Juan Carlos Aguilar s'enferme dans une crise mystique. Il y a 2 ans, il prend un nom chinois et se fait appeler Huang Aguilar. Il affirme aussi que sa salle de sport est devenue un monastère Shaolin. L'homme perd pied avec la réalité. Il se dit désormais l'égal des moines Shaolin. Il a un sentiment de toute puissance. Le 2 juin dernier, Juan Carlos Aguilar bascule dans une dérive meurtrière. Il habite dans cet immeuble situé dans l'un des quartiers chauds de Bilbao où se mêlent prostituées et toxicomanes. C'est dans ces rues qu'il rencontre Jenny Rebollo, une Colombienne de 40 ans. La jeune femme est à la dérive, elle a perdu son emploi et vient de se séparer de son mari.
Quand Juan Carlos Aguilar lui propose de venir travailler comme masseuse dans son gymnase, Jenny accepte et disparaît dès son premier jour de travail. Ce premier meurtre ne calme pas le faux moine Shaolin. Le lendemain soir, il repasse à l'action. Juan Carlos Aguilar sort de chez lui et va dans la rue Cortés où se postent les prostituées. Ces derniers temps, il s'y rend tous les week-ends. Luis Calabor est journaliste. Il a suivi toute l'affaire pour un quotidien espagnol. Il venait souvent dans les bordels du quartier, toutes les filles le connaissent. Et la Nigériane, il l'a rencontrée sur le trottoir, en bas de chez lui. Il est minuit quand Juan Carlos Aguilar rencontre Ada, la prostituée nigériane. Il l'a conduit dans son gymnase. Une fois à l'intérieur, il l'aurait ligotée et torturée toute la nuit. Au petit matin, elle réussit à s'échapper jusqu'à la porte, ici. Il l'attrape par les cheveux, la traîne à l'intérieur, elle se met à hurler et 2 voisins qui assistent à la scène appellent la police. Quand les policiers arrivent, ils découvrent la jeune femme agonisante au milieu de la pièce. Le professeur de kung-fu est caché derrière une porte. Il n'oppose aucune résistance et fait un autre aveu. Il indique aux enquêteurs avoir dissimulé sous le tatami des morceaux du corps de Jenny, la colombienne. L'autre partie de son cadavre est repêchée au fond du fleuve, en plein centre de Bilbao. Comment expliquer un acte aussi barbare ? Juan Carlos Aguilar aurait-il agi de sang-froid ou sur un coup de folie ? L'enquête n'a pas éclairci le mystère. Le journaliste Miguel Ángel Prado a eu accès à certaines pièces du dossier. Il avance une hypothèse glaçante. Il est probable qu'il se soit servi des os pour tester leur résistance à certaines prises de kung-fu. Ada et Jenny auraient donc servi de cobaye à Juan Carlos Aguilar. Un geste insensé qui n'est pas un coup de folie, mais au contraire, un acte froidement calculé selon les psychiatres. Malgré ce qu'il a fait, il est considéré comme un homme normal. Les expertises psychiatriques n'ont révélé aucune pathologie, aucun trouble. Maintenant, la police cherche à savoir si Juan Carlos Aguilar aurait commis d'autres crimes. En attendant son procès qui aura lieu en novembre, il est détenu dans la prison de Bilbao et risque 50 ans de prison. Voilà, cette vidéo ne va pas tarder à se terminer, donc si jamais elle t'a plu, comme d'habitude, petit pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux. Merci aux tipeurs, là encore, d'être toujours plus nombreux à me soutenir. C'est vraiment grâce à vous que je continue, d'autant qu'en ce moment, j'ai eu de plus en plus de difficultés à écrire les grosses vidéos. Déjà parce que c'est beaucoup de travail, il y a énormément d'études à lire, etc. Et puis qu'en ce moment, je fais de plus en plus de séminaires. Ce qui m'intéresse vraiment, dans le fond, moi, c'est de rencontrer les gens, de pouvoir faire du travail mésotérique comme ça, de remuer un petit peu ensemble. C'est ça qui est vraiment vivant pour moi en ce moment, donc je ne vous laisserai pas tomber évidemment, mais en tout cas vous me signifiez à quel point ces vidéos comptent pour vous de façon concrète et engagée justement par le Tipeee, donc je vous en remercie, puisque vous avez compris que j'aime m'entourer de gens qui mouillent le maillot, qui mettent leurs actes en accord justement avec leurs valeurs, et donc pour moi c'est une façon de le faire. Si vous n'avez pas d'argent ou vous n'aimez pas le principe du Tipeee, il n'y a aucun problème, vous pouvez aussi soutenir la chaîne, donc comme je vous l'ai dit, en partageant ces vidéos, ça fonctionne aussi. Ce qui compte pour moi, c'est d'être avec des gens qui mouillent le maillot et qui sont intègres dans leurs valeurs justement et qui ne vendent pas une chose en faisant autre chose. Bref, mon mandrill, pour finir cette réponse au clash, putain, qui me passionne tellement pas. D'une façon générale, toutes les personnes qui pourraient considérer que je suis un pervers narcissique, polymorphe, psychopathe, sociopathe, psychotique et autres, si, comme le dit Éric Barré, l'humilité c'est de voir son arrogance, que dire d'un supposé psychopathe qui vous offre, dans une optique de collaboration, les clés de son monde et de son univers? Comme dirait Oscar Wilde, dire du mal des autres est une façon malhonnête de se flatter soi-même. Je finirai donc avec une citation qui résume à mon avis, non sans humour, cet épisode somme toute un peu grotesque autour de la psychopathie. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Patrick Balkany.